Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la web radio du 31 janvier. Une web radio qui est, ma foi, très importante, comme tous les autres, mais celle-ci est particulière parce que ce qu'on va discuter ce soir, souvent, c'est méconnu dans les copropriétés et on commence à en discuter et ça inquiète certaines personnes de pourquoi, qui doit payer pour telle partie commune à usage restreint et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est avec grand plaisir ce soir que j'accueille 3 invités de marque pour vous aider à démystifier le tout. Donc, nos invités de la soirée, une amie, une collègue, Élise Beauchesne de Solutions Condo. Salut Élise. Oui, bonsoir Valérie. Merci d'être avec nous ce soir pour quelque chose que tu aimes beaucoup et que tu es quand même excellente dans la répartition des clés de répartition. Donc, Élise va être là pour nous aider ce soir et vous aider à bien comprendre. On a aussi un expert en la matière, Jasmin Patnaud de Desormeaux Patnaud. Jasmin, qui sont spécialisés dans les copropriétés, si je peux me permettre, Jasmin, c'est bien le cas? C'est le cas, oui. Bien, merci Jasmin d'être avec nous et ce soir d'être là pour donner des trucs à nos copropriétaires et nos administrateurs qui nous écoutent. Et notre dernier, non le moindre, Maître Yves Jolicoeur, qui sera avec nous ce soir pour vous expliquer les tenants des lois sur les parties communes à usage restreint, qu'on peut appeler PCUR. Alors, merci, Maître Jolicoeur, d'être avec nous. Bonsoir, Valérie. Donc, nous allons débuter sans plus tarder. Et la web radio est une commandite ce soir de Dunton Rainville, avocat et notaire, le bureau de Maître Yves Jolicoeur. Donc, merci à Dunton Rainville de parrainer la soirée ce soir. Et Dunton Rainville, avec Yves Jolicoeur et son équipe en copropriété, sont là pour vous aider. Notre partenaire, toujours au support technique avec l'ANSNI, Camara, du RGCQ, est aussi avec nous ce soir. Et j'oublie jamais de préciser notre collaborateur Gabriel, qui est toujours avec nous pour nous aider dans la technique ce soir, pour vous permettre de bien comprendre nos invités et d'organiser le tout. Donc, on va débuter d'entrée de jeu et je vais céder la parole à Maître Jolicoeur pour qu'il puisse vous partager exactement c'est quoi une partie commune à usage restreint. Ça peut toucher qui? Ça peut toucher quelle partie de l'immeuble? Et après ça, je passerai la parole à Jasmin pour nous expliquer un peu comment on peut appliquer ça et Élise, comment on fait vivre ça dans les syndicats de copropriété. Donc, Maître Jolicoeur, je vous cède la parole. Bonsoir. Alors, écoutez, on a un titre quand même assez évocateur, l'entretien des parties communes à qui la charge, ou on pourrait peut-être dire à qui la chance d'assumer la dépense, parce que, évidemment, pour un acheteur, le coût d'être copropriétaire est une variable importante dans la décision. Lorsqu'on achète, on s'enquiert de l'état du bâti, mais on s'enquiert également des clés de répartition de charges, parce que c'est pas les charges communes, ce n'est pas forcément une simple mensualité comme un loyer. C'est variable, ça évolue en fonction des besoins financiers des bâtiments. C'est d'autant plus vrai avec l'âge avancé de notre parc immobilier qui a en moyenne plus de 30 ans. Donc, on se pose la question, bien, en quelque part, lorsque les administrateurs font le budget annuel, est-ce qu'ils le répartissent adéquatement, d'où la présence de gens de la comptabilité avec Mme Beauchesne et M. Patnaud qui vont certainement nous éclairer correctement. Donc, on va commencer par le principe de base, les charges communes. Bien, il faut retenir dans un premier temps que lorsqu'on acquiert un appartement, on achète ce qu'on appelle une fraction de copropriété, c'est-à-dire une partie privative, plus une quote-part du lot commun, parce que c'est l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble qui sont propriétaires en indivision. Puis il y a ce qu'on appelle la valeur relative qui va éventuellement établir les charges communes. Donc, les tantièmes de copropriété, les quotes-parts de charges sont établis généralement. Le base, c'est en fonction de votre pourcentage de droits de propriété dans des parties communes. Donc, ça, c'est la règle de base, c'est 1064 qui le prévoit. Maintenant, on a des charges qu'on appelle particulières, c'est-à-dire des charges communes qui sont associées aux parties communes à usage restreint, ce qu'on appelle dans le jargon là, les PCUR, les parties communes à usage restreint. La règle est différente là-dessus puisque on a une répartition qui est fonction plus de l'usage que les gens ont des parties communes de l'immeuble. Alors, on va le concevoir aisément lorsqu'on parle d'une case de stationnement extérieur, en partie commune usage restreint.
Bien évidemment, on va prévoir dans le budget annuel un coût pour les frais de déneigement qui vont être imputés uniquement aux copropriétaires qui ont l'usage exclusif de cette section du bâtiment. Alors, il faut toujours rappeler que les gens ne sont pas propriétaires en propre d'une partie commune d'usage restreint. Ils ont l'usage exclusif. Alors, c'est un peu comme quand on dit je vais m'asseoir, je vais mettre ma chaise sur mon balcon. Bien, généralement, le balcon, c'est une partie commune d'usage restreint. Ce n'est pas totalement à vous, mais c'est juste vous qui en avez l'usage exclusif. Alors, il y a des coûts qui se génèrent. J'ai donné l'exemple des stationnements. Il y a d'autres, l'entretien des parties communes. On peut penser, d'exemple, aux fenêtres qui sont souvent des parties communes. Le conseil d'administration est en droit, lorsque la dépense est significative, lorsqu'on est dans une situation où on peut, en termes comptables, avoir un coût effectif, de pouvoir l'imputer. Alors ça, c'est le travail de Mme Beauchesne qui va, dans ses budgets, Élise, va... on a un bruit de fond, je ne sais pas si c'est la même chose. Élise, je pense. OK, Oui, peut-être Élise. Oui. Donc, il y a ceux qui préparent les budgets vont évidemment regarder tous ceux qui ont l'usage exclusif de parties communes, puis vont se poser la question, est-ce qu'on est capable d'imputer une charge particulière? Alors, si, un exemple, on a des balcons qui sont tous pareils, puis finalement, on va dire que ça ne vaut pas la peine parce que le calcul n'est pas significativement utile. Par contre, lorsqu'on va avoir des dépenses plus spécifiques, bien là, les gestionnaires vont commencer justement, puis Mme Beauchesne va nous aiguillonner là-dessus, vont commencer à dire, ah, ça, c'est une dépense qui est particulière parce que j'ai une charge qui est significative. Donc, à ce moment-là, le copropriétaire, en principe, va recevoir avec son avis de cotisation le coût des charges communes générales puis le coût des charges spécifiques à une partie commune usage restreint dont il a l'usage exclusif. Ça, c'est la règle de base de 1064. Maintenant, on voit qu'il y a une exception. Un principe, c'est on partage en fonction des valeurs relatives. Exception, on le voit, partie commune usage restreint, pour les charges d'entretien, lorsqu'on parle de charges de menus travaux, réellement d'entretien. Mais qu'en est-il, par exemple, du remplacement d'une fenêtre, remplacement d'un balcon, est-ce qui est partie commune usage restreint? Est-ce que le conseil d'administration peut imputer à un copropriétaire la charge de remplacer le balcon? Ben, en principe, non. Généralement, c'est non, sauf si la déclaration de copropriété comporte une clause particulière qui va venir dire que le coût de remplacement de cette composante dont la personne a l'usage exclusif est à sa charge. C'est pour ça que c'est vraiment important, lorsqu'on ajoute en copropriété, de bien lire la déclaration de copropriété, parce qu'il y a des boîtes à surprises dans certaines tours d'habitation. Je pense à des tours d'habitation à l'île des Sœurs notamment, où un promoteur a décidé, c'est quand même un peu étonnant, de venir qualifier les fenêtres de parties communes usage restreint dont le coût de remplacement et des réparations majeures sont imputés à un copropriétaire. Ça veut dire que j'achète dans cette tour-là, il y a 25 ans d'âge, je demeure au 18e étage. Première question que je vais me demander, est-ce que dans les états financiers, je vais être capable de trouver une ligne à quelque part qui me dise qu'ils ont mis de l'argent de côté? Alors, généralement, même si ça devrait être le cas, bien souvent, les conseils d'administration négligent d'accumuler des sommes associées au coût de remplacement d'une partie commune usage. Bien souvent, et c'est là qu'un acheteur peut avoir vraiment une surprise. On le voit pour les fenêtres, on les voit souvent pour les toits terrasses sur les bâtiments. Donc, essentiellement, c'est un élément qu'on doit regarder de près. Et là, on va voir si l'administration de la copropriété a une rigueur dans l'établissement des charges, a une rigueur dans la composition du fonds de prévoyance pour ces parties communes à usage restreint. Merci, Maître Jolicoeur. C'est très bien, sauf que quand on entend ce que vous dites ce soir, ça peut faire dresser les cheveux sur la tête de plusieurs administrateurs en disant « Mon Dieu, nous autres, on a juste un budget, une colonne, un fonds de prévoyance. » Ma question, Jasmin, je t'avais déjà dit que c'était à ton tour après. Donc, Jasmin, comment on fait pour éviter que les administrateurs se mettent à paniquer mais ne dorment plus et pour leur aider à préparer ça, en fait, ce changement-là, si ça n'a jamais été fait? Oui.
Ben, en fait, le point de départ, ça va être vraiment de consulter sa déclaration de copropriété. Parce que c'est là qu'on va voir c'est quoi, d'abord, les différentes parties communes à usage restreint de l'immeuble, qu'est-ce qui est prévu dans la déclaration, qu'est-ce qui a été prévu depuis le départ, en fait. Et donc, c'est vraiment là, de s'informer à savoir c'est quoi les parties communes à usage restreint. Après ça, il faut se demander toujours, c'est pas toutes les parties communes à usage restreint qui vont engendrer des coûts d'entretien annuels. Donc, on va penser, bon, les fenêtres, évidemment, il y a le lavage des fenêtres, mais tu sais, mis à part ça, on n'a souvent pas d'entretien régulier qui doit être fait. Ça va être vraiment au niveau du remplacement qu'on va avoir des dépenses importantes. On peut aussi avoir les balcons, même chose. On n'aura pas d'entretien régulier à toutes les années. Donc là, c'est un peu de séparer qu'est-ce qui va faire partie de notre budget d'opération courant, puis qu'est-ce qu'on doit prévoir dans le fonds de prévoyance. Puis le fonds de prévoyance, on va y revenir là, parce qu'il y a des particularités pour ça aussi. Mais tout ce qui touche le fonds d'opération, bien là, c'est de voir c'est quoi les dépenses qui se rattachent aux parties communes à usage restreint qui sont établies dans la déclaration de copropriété. Un exemple qu'on retrouve souvent, là, en fait, c'est lui qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment les stationnements. Souvent, les stationnements intérieurs, extérieurs, s'ils ne sont pas cadastrés, ne sont pas constitués en partie privative, vont être constitués en partie commune à usage restreint. Pour certaines copropriétés, de ne pas avoir de clé de répartition pour ces éléments-là, ça n'a pas beaucoup d'impact. Si, par exemple, tout le monde a l'usage d'un espace de stationnement, là, ça ne sert à rien de se casser la tête et de dire qu'on vient tout séparer. Mais, par exemple, à Montréal, ça arrive souvent on va avoir beaucoup moins d'espace de stationnement qu'on a d'unités de condo. Donc là, à ce moment-là, ça devient super important de séparer les dépenses des stationnements pour que ce soit seulement les gens qui en ont l'usage qui payent pour leur entretien, là, que ce soit le déneigement, le marquage des lignes, le nettoyage, des choses comme ça. C'est souvent là que ça se corse quand on vient préparer le budget, c'est de dire c'est quoi les dépenses qu'on vient appliquer à ça. Il y a, bon, l'article 1064 du Code civil qui nous dit justement que c'est tous les frais liés à l'usage, à l'entretien courant, les réparations mineures. Donc, d'emblée, ça vient éliminer tout ce qui est frais d'administration, frais d'assurance, qu'on ne vient jamais appliquer sur des parties communes à usage restreint. Et après ça, on a certaines zones grises. Et on va avoir, par exemple, est-ce qu'on a une portion de l'énergie qu'on doit attribuer là? Là, souvent, la copropriété va avoir un seul compteur électrique. Donc, comment est-ce qu'on détermine l'électricité utilisée par les stationnements? Donc, là, ça devient une question de jugement, une question de gros bon sens. Évidemment, on essaie d'avoir le plus d'informations possible, là, que ce soit de l'information qu'on obtient des fournisseurs, qu'on peut leur demander carrément, ben, fais-moi un prix pour nettoyer le trottoir devant le bâtiment, puis un prix pour nettoyer le stationnement, par exemple. Mais sinon, après ça, ça se peut qu'on soit obligé d'établir un peu des pourcentages pour partager cette nette dépense, notamment l'énergie. Pour les copropriétés, quand on est tout neuf, on commence, c'est facile. On commence à préparer nos budgets comme ça en faisant la distinction là, des différents frais. On calcule les frais de condo séparés. Donc, un copropriétaire qui a son unité de condo et son espace de stationnement là, va avoir en quelque sorte deux frais de condo, donc pour ces deux espaces distincts. Et qu'est-ce qui est très, très, très important, c'est que quand on arrive en fin d'année, on a préparé le budget au début de l'année, on a collecté les frais de condo tout le long de l'année. Bien, à la fin de l'année, il faut faire le même travail avec les résultats réels, à savoir, est-ce que l'entretien du stationnement, finalement, nous a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on pensait? Auquel cas, il faut s'assurer que c'est seulement les utilisateurs de stationnement qui payent ce déficit-là. Parce donc, que si on fait le travail, Jasmin, c'est que, exemple, j'ai budgété 800 $ pour faire mes lignes, puis là, ça a coûté 1200. Alors là, il faut que je retourne refacturer les utilisateurs de ces parties communes-là pour venir ou de le mettre dans le nouveau budget de l'année, mais il faut que ça suive tout le long. Là. Exact, exact. Parce que souvent, ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a un budget qui est fait au début de l'année, les frais sont séparés, les gens payent pour leur stationnement, pour leur unité privative, mais après ça, c'est tout comptabilisé ensemble, puis on arrive à la fin de l'année avec un seul résultat net de toutes les charges de copropriété. Donc là, on ne sait pas, est-ce qu'on a fait un déficit en stationnement, est-ce qu'on a fait un déficit sur les unités de condo régulières? Donc là, on ne le sait pas. Donc, c'est super important à la fin de l'année de faire ce travail-là, de tout séparer. Puis justement, on recommence la nouvelle année avec cette information-là, de dire justement, est-ce qu'on a 400 $ à rattraper pour les stationnements qu'on doit inclure dans le nouveau budget en rattrapage de l'an dernier. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est crucial. Pour le fonds de prévoyance, je disais qu'il y avait une particularité. En fait, c'est que, encore une fois, c'est dans votre déclaration de copropriété que vous allez avoir cette information-là, mais c'est pas, vous n'allez pas devoir nécessairement créer des fonds de prévoyance séparés. Donc, il y a certaines déclarations de copropriété, souvent des un peu plus anciennes,
qui vont carrément dire que le remplacement et les réparations majeures des parties communes à usage restreint sont pris à même le fonds de prévoyance général. Donc, c'est vraiment important de bien lire votre déclaration de copropriété à ce niveau-là. Si c'est mentionné que les réparations majeures et le remplacement sont à la charge des utilisateurs de ces parties communes à usage restreint-là, bien là, à ce moment-là, c'est le même principe. Il faut vraiment se faire, en quelque sorte, là, des états financiers distincts pour cette portion-là du fonds de prévoyance. De dire, ben, les utilisateurs de stationnement ont contribué mensuellement 100 dans un fonds de prévoyance distinct pour le stationnement. Ben, ça, on le comptabilise séparément du fonds de prévoyance général. Puis d'année en année, là, on garde ce fonds-là séparé. Souvent, ça va être séparé seulement d'un point de vue comptable. Toujours moyen de le faire là, à la banque, de se créer un nouveau compte de banque, mais des fois, ça devient dur à gérer là, avec les interfonds, les virements bancaires et tout. Mais au minimum, d'un point de vue comptable, il faut que ça soit fait. Et si vous faites affaire avec un comptable, là, souvent, ça va être présenté par vous à une note au niveau des états financiers qu'on vient détailler justement le fonds de prévoyance. Merci, Jasmin. On a une question, justement. Tu l'as couvert un petit peu, mais Madame Isabelle, bonsoir. Donc, si nous devons refaire l'asphalte du stationnement, est-ce que ce serait payé seulement par les copropriétaires qui ont l'usage restreint d'une case de stationnement? Donc, si je reprends ce que vous avez dit tantôt, ça veut dire que, Jasmin, si le stationnement n'est pas cadastré, ben c'est difficile parce que il faut en tenir compte parce qu'il n'a pas été tenu compte vu qu'il n'est pas cadastré. Et s'il est cadastré, il y a déjà une quote-part qui est associée à celui-là. Peux-tu éclaircir ça encore un petit peu, s'il te plaît? Oui, mais c'est exactement comme tu viens de dire. Là. Si le stationnement est cadastré, il y a déjà une quote-part qui est prévue dans la déclaration de copropriété. Donc, dans les frais de condo, mettons qu'on va dire réguliers, là, pour lesquels il n'y a pas de clé de répartition, ben, il y a un montant qui a été payé là, à tous les mois pour l'espace de stationnement. S'il n'est pas cadastré, c'est plus souvent qu'autrement une partie commune à usage restreint. Mais là, à ce moment-là, ça va être vraiment dans la déclaration de copropriété, comme je le disais, qu'on va voir si le remplacement est à la charge des gens qui en ont l'usage. Mais là, dans l'exemple qu'on a là, c'est intéressant parce que là, il faut déterminer est-ce que les allées de circulation entre les espaces de stationnement sont aussi des parties communes à usage restreint? Parce qu'il y a certaines copropriétés que les allées vont être communes à tous pour diverses raisons, pour l'accès à des équipements importants ou peu importe. Donc, encore une fois, c'est dans votre déclaration de copropriété souvent que ça va être éclairci. Mais là, à ce moment-là, oui, le remplacement de l'asphalte serait aux frais des copropriétaires qui en ont l'usage. Et à défaut d'avoir un fonds de prévoyance qui a été cumulé au fil des années de façon distincte pour ça, bien, ça se peut que ça soit par cotisation spéciale qu'on doit régler le cas, là. OK. Juste avant que je cède la parole à Élise, avec ça, j'aurais une autre question. Si un article de la déclaration de copropriété indique que seul propriétaire d'une terrasse doit assumer les réparations, même majeures, peut-on en déduire qu'il doit aussi payer les travaux qui concernent le changement du système d'évacuation d'eau, le drain, que l'ingénieur considère insuffisant et payer aussi la facture pour le changement de la membrane d'étanchéité de la terrasse? Donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là. Si est-ce que c'est assez clair? Ben, je peux prendre l'initiative. C'est sûr que la section dont la personne a la jouissance, c'est le dessus d'une terrasse. Hein. C'est pas le toit. Le toit sert à l'ensemble de tous les copropriétaires. Donc, c'est plus une partie commune à usage restreint, c'est ce qui assure l'étanchéité. Alors, c'est vraiment la composante qui est, si on parle d'un toit terrasse, qui est dans le fond, qui n'est pas d'utilité à la viabilité du bâtiment, qui est rajoutée, parce que ça sert exclusivement à une personne pour en avoir l'usage exclusif. Donc, à ce moment-là, ce qui est en dessous, ça ne sera pas considéré comme étant une partie commune d'usage restreint. Donc, la membrane, on a le balcon. On va dire le bois qui est dessus, c'est de la responsabilité de la personne qui en a l'usage. Mais en dessous de ça, ça serait lors du remplacement du syndicat dans son fonds de prévoyance. C'est moins évident, ça. C'est lorsqu'on parle d'un balcon en bois, là, parce qu'on ne parle pas de balcon de béton, là, ça arrive parfois qu'ils ont l'imagination fertile de mettre un coup de remplacement. Il y en a qui trouvent que c'est génial, cette technique-là. On voit même des fois des syndicats qui modifient leur déclaration de copropriété. Moi, je leur dis, faites attention, là, parce que
Ça va jusqu'où ce balcon-là? Il y a une structure qui rentre dans le bâtiment. Est-ce qu'on va changer jusqu'à l'intérieur c'est des zones de chicane. Moi, je pense que les parties communes d'usage restreint, là, quand on parle du coût de remplacement et réparation majeure, ça devrait réellement se limiter à des composantes qui n'assurent pas l'intégrité du bâtiment. Moi, quand je vois que malheureusement, certains notaires, parce que le promoteur leur demande qu'ils mettent les fenêtres en partie commune usage restreint à charge du remplacement, je trouve ça ridicule parce que c'est l'enveloppe du bâtiment. S'il n'y a pas de fenêtre, il va pleuvoir dans le bâtiment. Ça n'a pas de bon sens. Et la complexité de remplacer ça à chaque copropriétaire pour le Ben, syndicat, c'est voyons donc, ça n'a pas de sens. ça. Et on s'éloigne, même si légalement, c'est correct de le faire, Ouais. mais est-ce que c'est viable en termes de gestion d'avoir une tour de 200 unités où on va avoir 200 postes avec des fenêtres? C'est le capharnaüm. En tout cas, moi, je pense qu'on entendra Mme Beauchesne, pas d'accord avec ce que je vais dire, mais ça n'a comme pas de bon sens. Éloignez-vous de ces sorciers qui pensent qu'en présentant les choses, c'est une bonne idée. Puis souvent, on va faire cette approche-là, pas dans un cadre d'intérêt collectif, c'est pour minorer le coût des charges communes générales. Ça donne l'impression que ça coûte moins cher dans ce tour-là. C'est sûr que si vous avez une tour où le coût de remplacement des fenêtres est à la charge des propriétaires, sur les charges communes générales, celle qui n'a pas fait ça, on dirait que ça coûte moins cher. C'est juste camoufler le coût réel d'un coût de remplacement. Donc, il faut se méfier de ces choses-là. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, Majalica. Puis, mais tu sais, le danger de ça aussi, là, pour donner un cas concret que j'ai vécu dans un immeuble, c'est qu'en fait, quand on fait l'étude du fonds de prévoyance, là, l'expert, il va dire, ben, dans votre déclaration, c'est à la charge des copropriétaires, donc il n'inclut pas les fenêtres dans l'étude de fonds de prévoyance. Mais Ah. souvent, dans la logique des gens, ça fait aucun sens que la copropriété ne s'occupe pas des fenêtres. Donc là, les gens sont habitués, ils ont une historique, comme l'immeuble dont je vous parle, il y a 20 ans d'historique, là. Ils remplaçaient eux-mêmes les fenêtres pour les copropriétaires parce que c'était logique que ce soit à la charge de la copropriété. Mais là, quand ils ont reçu leur étude du fonds de prévoyance, il y a une anomalie, en fait. Donc, il faut corriger votre déclaration de copropriété pour que votre étude, puis faire corriger pour que votre déclaration de copropriété soit conforme à comment vous l'opérez. Mais de surcroît, il faut le faire rajouter à l'étude du fonds de prévoyance parce que c'est un coût important, les fenêtres. Et si c'est exclu de l'étude, effectivement, on a l'impression qu'on a besoin de contribuer moins, mais dans la pratique, c'est pas le cas. Là. Fait que ça amène toutes sortes d'incompréhensions, puis penser à un acheteur qui va venir pour acheter dans un de ces immeubles-là, ben, le courtier va être confus, l'acheteur va être confus, la chicane va prendre inutilement, en fait. Tout ça parce qu'on a voulu faire à la fin de la journée des économies de bout de chandelle en ce qui me concerne. Là. Donc, puis au bout du compte, ouais. Même pas des économies quand ça coûte toute la misère du monde après pour remettre ça en place. Plus l'immeuble est grand, la réalité, c'est quand on va faire les fenêtres, on va les faire par segment, par façade, puis on va faire toutes les fenêtres. À un moment donné, quand tu mobilises l'équipement en hauteur pour aller changer les fenêtres, à moins que ce soit un cas de figure où le reste n'est pas rendu à la fin de sa vie utile, mais je veux dire, en général, on va le faire par segment, par des gros projets. Si on ne les fait pas tous en même temps, en général, on va le faire par façade. Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas s'embarquer à faire une fenêtre par ici, une fenêtre par là, puis ça devient ingérable, là, en fait. Garder le suivi de tout ça. Si vous me permettez, je trouve ça tellement bon ce que Mme Beauchesne nous dit. J'ai eu des immeubles à Montréal où il y avait ce type de clause-là et les gens changeaient eux autres mêmes leurs fenêtres. Non, mais ils ne comprenaient rien. Parce que c'est pas parce qu'on a une clause comme ça qu'on doit donner l'initiative des travaux changer les fenêtres. Imaginez au 16e étage, quelqu'un avec son beau-frère changer la fenêtre. On espère qu'elle ne tombe pas. Commencer, juste commencer comme ça. Puis deuxièmement, il faut toujours se rappeler qu'on se ramasse 25 ans ou 30 ans plus tard, j'ai des cas vécus, là, où on a toutes sortes de couleurs de fenêtres. On a des fenêtres qui sont étanches, pas étanches, ça dépend du manufacturier. Le syndicat n'a aucunement les garanties légales associées à ces fenêtres-là. C'est réellement, mais réellement pas comprendre ce que c'est la copropriété. Donc, si vous avez ce type de clause-là dans vos déclarations de côté, ça ne veut pas dire que le copropriétaire, avec son beau-frère, le samedi, va échanger sa fenêtre au 16e, là, puis il va prendre l'ascenseur avec sa fenêtre. Excusez-moi, non, un peu juste dans l'ascenseur, c'est pas possible. Puis pourtant, je trouve que l'histoire a l'air tellement grosse que c'est pas croyable, sauf que malheureusement, on le voit. Et l'autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que je trouve que notre titre d'émission ce soir est « À qui la chance et non pas à qui la charge », c'est qu'en plus,
l'article 1077 tient le syndicat responsable des dommages occasionnés par le défaut d'entretien des parties communes ou le remplacement des parties communes. Ça veut dire que si la fête était mal posée par le copropriétaire, ben, le syndicat est responsable, donc le copropriétaire peut avoir vendu son unité, ça coule, ça moisit les frais. Cafarnaum. Ah, c'est fou. On n'a rien fait d'économie là-dedans, c'est certain. Ah non, ça, c'est complètement évident. On a justement, juste avant que je revienne vers Élise, Madame Lucier, certains syndicats font payer les thermos lorsqu'ils sont dus. Donc, on parle vraiment, on ne remplace pas la fenêtre, mais on remplace le double vitrail. Le syndicat paie-t-il si on doit changer seulement le thermos et l'encadrement, si je peux m'exprimer ainsi, elle vient de dire ce que... Donc, il y a des syndicats où ils font payer quand c'est juste la vitre qui est décellée ou qu'on va dire que les gens ils ont une fenêtre embuée pour que tout le monde nous comprenne bien. Ça, c'est juste le thermos, mais quand on remplace le vitrail et le contour, ben c'est considéré comme le remplacement des fenêtres. Alors, Élise, dis-nous donc, peut-être que nos deux autres acteurs, Jasmine et Maître Jolicoeur, peuvent intervenir après. Ben, tu sais, la réalité en copropriété, il faut essayer d'appliquer la pratique pour éviter les conflits. Donc, je n'ai pas la réponse parfaite à la question parce qu'en fait, chaque déclaration de copropriété est différente dans cette affaire-là. La réalité, c'est que moi, je suis d'avis qu'à un moment donné, à moins qu'on soit en mesure de démontrer que c'est la faute d'une personne que le thermos est décellé ou que la vitre est craquée, le syndicat devrait toujours prendre en charge tout ce qui touche l'enveloppe en termes d'opération d'intérêt commun, si ce n'est pas prévu comme ça la déclaration de copropriété. À partir du moment où on le fait de la même façon pour tout le monde, personne ne sera jamais pénalisé parce que ça va être fait de la même façon pour tout le monde. L'enjeu, c'est quand les gens, une année, c'est un CA, on le fait d'une façon, l'autre année, quand il va du cas par cas, là, parce que là, ça crée de la chicane, puis il n'y a personne comme conseil d'administration qui est là nécessairement pour se chicaner avec les gens, de dire c'est-tu de ta faute si le thermos est décellé ou pas. Donc, vaut mieux, en fait, je pense, là, c'est mon avis personnel, dans ces cas-là, prendre une politique pour dire que toutes ces affaires-là, c'est la copropriété qui en prend charge. Au même titre que, par exemple, là, quand il y a des thermopompes, il y a des équipements de ventilation, exemple, dans les plafonds. C'est inaccessible aux copropriétaires. Techniquement, c'est partie commune à usage restreint à la charge de l'unité qui a le bénéfice de cette portion-là de ventilation qui est raccordée à l'espace commun. Mais à la fin de la journée, la personne, quand son morceau est brisé, il faut ouvrir le plafond pour accéder, etc. Il ne veut pas payer pour ça parce qu'il dit c'est pas de ma faute, j'ai rien fait pour ça. Donc, je pense que les copropriétés ont avantage à prendre des politiques ou des positions pour dire que ces affaires-là, quand ça relève en fait de choses qui pourraient faire l'objet d'opérations d'intérêt commun, c'est pas de la faute de la personne, puis ça, à ce moment-là, c'est la copropriété qui paye. Ça limite beaucoup les chicanes, puis mais il faut toujours l'appliquer de la même façon. Puis c'est sûr que quand on parle de l'enveloppe, ça peut faciliter tellement la compréhension de tout le monde. C'est que, comme Maître Jolicoeur l'a dit, on a tout avantage à éviter. Puis des fois, on a déjà des infiltrations d'eau. Alors, on est aussi bien de prendre en charge comme syndicat tout ce qui fait partie de l'enveloppe. Jasmin, qu'est-ce que tu en penses à propos de ça? Bien, c'est exactement ça. Comme Élise l'a dit, c'est la constance qui est cruciale là-dedans. Peu importe un peu la façon ou qu'est-ce qui est établi par le conseil d'administration ou l'administration en place, il faut que ça soit constant d'année en année. Puis, tu sais, l'exemple des fenêtres est très bon. Qu'on refacture individuellement chaque copropriétaire quand leur thermos brise ou que c'est le syndicat qui les paye, tu sais, sur la durée de vie de toutes les thermos, ça va revenir au même. Donc, si on est constant puis qu'on remplace toutes les thermos puis que c'est toujours le syndicat qui paye, bien, il n'y a personne qui est pénalisé. Et si un syndicat, pour une raison, ou s'ils veulent se compliquer la vie puis commencer à refacturer individuellement chacun, ben, au bout de 30 ans, quand tous les thermos vont être remplacés ou qu'il y en a beaucoup qui vont avoir été remplacés, ben, on va être revenu au même point. Là. Chacun va avoir payé sa partie puis c'est tout. Donc, pour ne pas se casser la tête, surtout dans les grandes copropriétés, c'est sûr que de dire que le syndicat le prend en charge, c'est beaucoup plus facile. Puis vraiment, comme Élise l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est la constance qui est cruciale là-dedans pour s'assurer que ça soit juste. Là. Si on change de méthode à mi-chemin, que les gens se sont fait payer leur thermos par le syndicat, puis que l'année suivante, c'est ensuite refacturé aux gens, mais clairement que c'est pas juste. Là. Mais Jasmin, comme syndicat, on prend ça dans le fonds de prévoyance, un remplacement de thermos, ou on considère que c'est de l'entretien? Moi, je considère que c'est de l'entretien. Là, on dit, est-ce qu'on est à jour dans l'étude de fonds de prévoyance? Est-ce que l'on s'ostine avec les conseils d'administration?
mais ça serait de l'entretien, là. Tu sais, c'est pas majeur, c'est pas une réparation majeure, là. C'est sûr. Moi, OK. je serais, Valérie, favorable à un troisième fonds qui est un fonds de maintenance pour ce genre Ah, de voilà. choses-là. La réalité, c'est que ça, comme un peu entre les deux. Mais tu sais, les syndicats ont avantage quand on arrive au moment où les thermos, ils commencent à en avoir une coupe qui brise. Là. Mais tu sais, normalement, on va se créer une enveloppe dans nos dépenses de réparation pour remplacement de thermos, puis on le passe dans le budget régulier parce que c'est pas vraiment. Le remplacement, c'est quand toutes les fenêtres arrivent à la fin de leur vie utile. Là, on remplace l'assemblage des fenêtres, à mon sens. Mais tu sais, quand on arrive à thermos, comme quand on voit un remplacement d'une petite pompe peu dispendieuse dans le fonds de prévoyance, moi, je me dis, ces affaires-là, ça fait de la maintenance. C'est pas, Exactement. Il faut juste créer un fonds d'entretien qui va venir avec le suivi du carnet d'entretien qui va coûter aussi des sous, qui va devoir être des sommes d'argent supplémentaires. Mais Jolicoeur, on vient de dire, on prend tout ça dans le fonds de prévoyance, on rit parce que c'est souvent la question du thermos et la moitié de la fenêtre, on le prend dessus, on le prend pas. Qu'est-ce que Maître Yves Jolicoeur dit là-dessus? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec nos deux grands spécialistes qui sont avec nous. Un thermos, normalement, là, le remplacement d'un thermos ne sera pas prévu à court terme dans l'étude de fonds de croyance. Il va être prévu sur une plus longue période. Alors, si jamais on a un bris quelconque c'est pas une réparation majeure, on rentre dans des travaux d'entretien. C'est toujours la question, mais c'est quoi ça, des travaux d'entretien? On a une question qui porte là-dessus. Lorsqu'on parle des travaux d'entretien, c'est des réparations courantes. Hein. Il y a une décision de la Cour d'appel qui est venue nous le rappeler. On parle des réparations mineures et d'entretien. D'ailleurs, cette décision-là de la Cour d'appel, on l'a mis on la cite dans la fiche pratique là, qui est actuellement en ligne là, sur le site Condo Légal. C'est l'affaire Gestion Almaca qui est venue réellement préciser en quoi consistait de l'entretien. Donc, ça, c'est une décision qui est claire en matière de copropriété. Parfait. On a une petite question ici intéressante avant qu'on continue. On a des propriétaires de cases de stationnement uniquement. Ce ne sont pas des copropriétaires de condos. Doivent-ils contribuer, selon leur code-part, uniquement aux frais imputables de leur partie commune à usage restreint ou pour toutes les dépenses? Donc, en droit, ça fait un peu bizarre parce que dans un premier temps, pour avoir l'usage exclusif d'une partie commune, il y a un prérequis, il faut être propriétaire. Alors, vous ne pouvez pas avoir l'usage exclusif d'une partie commune si vous êtes de l'extérieur de la copropriété. J'ai déjà vu ça à Montréal, que le notaire, qui avait beaucoup d'imagination, avait prévu ce type de régime-là pour les gens de l'extérieur. Lorsqu'on a été consulté là-dessus, on les a tous mis dehors parce que ça tenait pas la route en droit. Donc, lorsqu'on parle de partie commune usage restreint, je répète, il faut être propriétaire d'une case dans la copropriété, puis on va devoir contribuer, si cette case, un exemple de stationnement est une partie privative, en fonction de la valeur relative attachée à cette case de stationnement. Puis c'est une partie commune usage restreint en fonction du coût d'entretien de la case de stationnement. parfait. Il y a M. Lefebvre, puis peut-être que Jasmin t'a répondu en partie, mais on pourrait le répéter quand même. Là. Dans les parties communes à usage restreint, quelle est la notion qui différencie les réparations courantes et les réparations majeures? Fait que, Jasmin, quand tu fais des états financiers et tu dois intervenir auprès du conseil, tu leur suggères comment tu démystifies cette chose-là pour que ce soit plus clair pour les administrateurs. Ben, c'est sûr que tu sais, le principe de réparation majeure, surtout pour des parties communes à usage restreint qui ne touchent pas directement l'intégrité du bâtiment, là, tu sais, on passe à des stationnements extérieurs, que remplacement de l'asphalte, là, que l'asphalte soit tout craqué ou non, ça ne change pas grand-chose là, pour le bâtiment. Mais après ça, on va se baser sur est-ce que ce sont des réparations qui sont étendues dans le temps? Donc, est-ce que c'est des interventions qui doivent être faites à tous les 3-4 ans ou c'est plutôt à tous les 20 ans? Et est-ce que c'est un montant qui est significatif? On va toujours avoir des choses très, très faciles, là, comme le remplacement complet de l'asphalte qui va être fait à toutes les 20-25 ans, qui va coûter très, très cher. Ça, c'est assez évident que ce serait du fonds de prévoyance, des réparations majeures. Et là, après ça, on a d'autres éléments, comme le marquage des lignes, qui vont être des éléments qui vont être plus distancés dans le temps, peut-être à tous les 5 ans, mais qui ne seront pas des montants si significatifs que ça. Puis là, à ce moment-là, on pourrait trancher et dire que ça serait de l'entretien courant. On va toujours se retrouver avec des zones grises. On va avoir des interventions, par exemple, des remplacements partiels de bordures de béton qui peuvent être des montants importants.
Là, c'est toujours de déterminer. Est-ce que, premièrement, on avait des montants qui étaient prévus pour ça dans l'étude de fonds de prévoyance? Est-ce que le fonds de prévoyance a été contribué au fil des années en prenant pour acquis qu'on allait avoir ces interventions-là à faire? Et sinon, ben là, c'est d'y aller par cotisation spéciale. Donc, tout dépend de ce qui a été prévu, tout dépend de ce qui a été planifié dans l'étude de fonds de prévoyance en termes d'intervention. Mais sinon, c'est vraiment d'y aller avec le jugement là, de savoir, là, c'est ça. Est-ce que c'est des montants trop importants pour que ça soit pris dans un compte d'opération, dans un fonds d'opération? Et est-ce que c'est distancé dans le temps? C'est vraiment des interventions majeures. Pour les éléments, là, un peu comme le marquage des lignes qui reviennent fréquemment, mais que c'est des montants moins significatifs, le fonds de maintenance que Élise a mentionné tout à l'heure, ça peut être, c'est un très bel exemple. Donc, de dire que c'est des dépenses qui ne reviennent pas chaque année. Donc, on ne va pas l'inclure dans le budget d'opération. Ça revient à toutes les quelques années. Mais ce n'est pas une assez grosse intervention pour dire que ça va être le fonds de prévoyance. Là. Effectivement, effectivement. On a une question, ça va être un petit peu long que ce que je vais lire, mais je vais vous la lire. Bonsoir. Dans notre déclaration, c'est Mme Oumaima, il est indiqué que pour les balcons, l'entretien et les réparations sont aux frais du copropriétaire et que les travaux majeurs sont aux frais du syndicat via le fonds de prévoyance. Au moment de la livraison des condos 2007-2008, le constructeur a offert de réparer des balcons qui avaient été mal faits initialement. Certains copropriétaires, un nombre minime, n'ont pas saisi cette occasion. Quelques questions. Comment peut-on déterminer les réparations mineures versus majeures? On vient de l'expliquer un petit peu. Que pouvons-nous faire avec les copropriétaires qui n'ont pas réparé leur balcon au moment de la livraison? Notre déclaration dit que le syndicat peut imposer la réparation ou l'effectuer et refiler effectivement les coûts des travaux aux copropriétaires. Suivant cet exemple-ci, si le condo a un balcon à réparer, c'est au niveau du balcon et est à vendre. Le syndicat souhaite aviser par écrit le courtier que ce sera aux frais du copropriétaire. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la balle au bord de tout ça. Je vais prendre la chance de répondre. Dans un premier temps, je dis à tout le monde ce soir, écoutez bien, les balcons, là, ça ne vous appartient pas en propre. Ce n'est pas votre balcon. Quand on dit qu'il n'a pas pris la chance de réparer son balcon, ben, sauf exception, les balcons sont toujours des parties communes en copropriété en verticalité. Et généralement, c'est toutes des parties communes d'usage restreint. Donc, on ne va pas réparer son balcon. C'est comme la fenêtre que j'ai, on ne répare pas. Et si le promoteur a livré des balcons pourris, j'ai déjà vu ça, des balcons en fibre de verre là, qui étaient pourris, la cellule du centre était pourrie parce que c'était un vice de construction. Si jamais c'est un vice de construction, même la clause qui prévoit que le coût de remplacement et réparation majeure est imputé à un copropriétaire, elle ne s'appliquera pas parce qu'on est dans une situation de vice de construction. Donc, même s'ils ne l'ont pas fait faire dans sa question, ça reste sur la responsabilité du syndicat. Ça reste la responsabilité du syndicat. Donc, il ne faut pas mélanger toutes les pommes là-dedans parce qu'on ne s'y retrouvera pas. Donc, il reste ici que, évidemment, on ne peut pas trop s'avancer ce soir parce qu'on n'a pas la déclaration de copropriété pour que tous les auditeurs nous comprennent. On ne peut pas y mettre des opinions juridiques parce qu'il y a tellement de spécificités dans les déclarations côté que ça nécessite qu'on la regarde. Mais rappelons-nous toujours le point, ce n'est pas votre balcon, même si vous en avez l'usage exclusif. Parfait. Bon, ouais, j'arrive avec une autre. J'ai comme 15 questions. Je suis pas mal sûre qu'on n'aura pas le temps de toutes les couvrir, mais un CA demande à chaque copropriétaire de payer. Oh, Jasmin bouche tes oreilles. Comptant le travail de la peinture à l'extérieur des portes de chaque unité. N'est-ce pas une partie commune à usage restreint qui devrait être assumée par le budget, soit en opération, soit au fonds de prévoyance? Le syndicat a un très bon fonds de prévoyance. Bien, là-dedans, il y a une coupe de coquilles là-dedans, mais c'est vraiment marqué payé en argent. Fait que déjà là, on a peut-être un C'est petit des gens heureux, c'est tout. Ils vont tous être heureux d'être payés comme ça. Exactement. Et la question, les portes peinturées, parties communes à usage restreint qui devraient être assumées par le budget, soit en opération, soit au fonds de prévoyance, je pense qu'on peut se permettre de dire que c'est une petite dépense qui ne devrait pas être imputée au fonds de prévoyance. Élise, tu l'interpréterais comme ça? Qu'est-ce que tu conseilles à cette question? Le fait d'avoir des parties communes à usage restreint où techniquement l'entretien est à la charge du copropriétaire n'empêche pas les syndicats de faire des opérations d'intérêt commun.
Les portes d'entrée de condo, comme les terrasses en bois, là, des fois, dans des petites copropriétés, on va voir ça. D'envoyer un peintre par le syndicat pour faire toutes les terrasses, c'est probablement moins de trouble que de courir après 2-3 copropriétaires qui n'entretiennent pas leurs terrasses. À la fin de la journée, c'est la même charge pour tout le monde. Fait que le syndicat peut choisir de faire de la maintenance pour simplifier la vie de leurs copropriétaires en opération d'intérêt commun. Les portes de condo, pour moi, c'est un peu comme une terrasse. C'est techniquement une partie commune à usage restreint. Chaque copropriétaire a la charge de sa porte, mais est-ce qu'on va demander à chaque copropriétaire de repeinturer sa porte? Je pense pas, là. Après ça, sur le mode de paiement, moi, je suis d'avis que le syndicat, si c'est lui le donneur d'ouvrage de ça, devrait être celui qui soit le payeur de la facture là, unique et non pas essayer que le fournisseur couraille après, je sais pas moi, 8 chèques ou 8 montants en cash. Là. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où les fournisseurs manquent d'employés aussi, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs là, qui vont, à moins peut-être parce qu'ils sont payés cash, ils ont envie de travailler en dessous de la table, ils vont peut-être faire des stepettes pour ça, là, mais beaucoup de fournisseurs ne s'embarqueraient pas là-dedans à collecter chaque copropriétaire eux-mêmes individuellement. Là. Non, surtout pas en copropriété, je pense, de moins en moins. Exact. Ils ne trouveront pas du plaisir à ça. Après ça, si quelqu'un travaille en dessous de la table, c'est une chose, mais l'autre question que ça soulève, c'est quoi les garanties? S'il fait une mauvaise job, s'il accroche un gicleur, y a-t-il des assurances? La question soulève un paquet d'autres questions potentielles aussi sur la qualité de la personne qui peut-être va faire la peinture. Là. Mais bon, chacun fait ses choix. Comme conseil d'administration, j'aurais tendance à faire preuve de plus de prudence que pas assez. Surtout si tu es le donneur d'ouvrage. Il me semble que je ne prendrais pas cette voie-là. En tout cas, je ne le conseillerais pas à un client. Non, moi non plus. Bon. Jasmin, qu'est-ce que tu fais quand le syndicat te dit on a payé cash quelque chose? Comment, comme auditeur, c'est un petit peu malaisant de... Comme tu as dit tantôt, je bouge mes oreilles. Okay. Non, mais sans blague, en tant qu'auditeur, c'est sûr que nous, on fait une recommandation. Elle est faite, on ne devrait jamais avoir de transaction cash, ça, c'est évident. Puis, oui, pour les questions de fraude et tout que ça l'implique, mais aussi pour les questions de garantie. Là, quand on paye cash, souvent, c'est que ça va être du travail sans facture. Que là, c'est sûr que pour nous, l'auditeur, de retracer les dépenses et tout, c'est pas évident, mais aussi pour la qualité du travail, les garanties, c'est tout un problème. Là. On est d'accord, mais c'est pas illégal de payer cash. C'est quand même reconnu légalement, mais on s'entend qu'on peut avoir du cash dans la petite caisse pour acheter peut-être une bouteille d'eau de Javel. Avec le volet comptant n'égale pas exactement fraude automatiquement, juste quand même. Mais dès qu'on parle de travaux, on est dans une situation où on devrait effectivement ne pas embarquer. Mais dans ce cas-ci, je pense même pas que le syndicat de copropriété le passerait par ses états financiers puisque c'est chaque copropriétaire qui a payé le fournisseur. Ça passera probablement même pas par la comptabilité du syndicat de la façon dont j'en comprends la question. Là. Ouais. Mais à ne pas recommander. Conclusion pour monsieur ou madame qui a posé la question, c'est pas recommandé par quiconque d'entre nous, je pense. Mais juste rapidement pour le cash aussi, oui, c'est pas nécessairement de la fraude, mais niveau contrôle interne puis confiance envers les opérations, quand on a 2 signataires pour chaque paiement et tout versus avoir des enveloppes de cash qui se promènent, le niveau de confiance peut être différent. Là. Oui, puis tu sais, le guichet automatique, c'est pas parce que les banques vous envoient une carte que vous êtes obligé de l'utiliser, les administrateurs, la carte de guichet, parce que, encore là, contrôle interne, ça craint un petit peu. Mais pendant qu'on est dans le contrôle interne, comme je suis content, moi aussi, je vais vous amener un petit élément que j'ai déjà vu qui peut être problématique. Ça peut être du cash, comme ça peut être un administrateur qui fait des factures à la mitaine pour des travaux qu'il fait dans la copropriété, puis il s'auto-approuve le paiement de ses propres factures. À partir du moment où, puis là, il sort techniquement un chèque, mais est-ce que la validité de toutes les opérations qui sont sur le bout de papier qui a été transmis au syndicat sont bonnes? Je pense que dans un conseil d'administration, à partir du moment où il y a des transactions un peu de cette nature-là, il y a lieu, exemple, dans le cas que je vous mentionne, qu'un second administrateur vienne approuver le compte de dépenses avant que le syndicat de copropriété débourse en fait un remboursement de compte de dépenses à un copropriétaire. Donc, tu sais, Jasmin, tu parles de contrôle interne. Je pense que pour éviter aussi la perception qu'il y a des enjeux de validité de l'information financière, il y a lieu d'implanter des contrôles internes aussi pour certains cas de figure qui pourraient porter à questionnement. Là. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est un exemple qu'on voit beaucoup dans les petites copropriétés d'ailleurs, mais c'est pour ça que j'en parle. On a une question à Mme Couture-Valéry qui est quand même intéressante.
quelqu'un qui nous dit, ben écoutez, la peinture elle devrait être faite par un copropriétaire, et puis s'il ne le fait pas, on va la faire. Moi, je constate qu'on est, sauf cas d'exception, on est en copropriété. Là. Puis en copropriété, on essaie d'avoir une certaine homogénéité dans l'exécution des travaux. Si les gens commencent à peindre leur balcon, là, on peut en avoir de toutes les couleurs, on peut avoir des problématiques d'homogénéité, on peut avoir également une problématique, il y en a un qui le fait, l'autre qui ne le fait pas. Les travaux d'entretien, moi, le conseil que je vous donne, c'est bien mieux de les faire par un entrepreneur unique. On va avoir une homogénéité, une qualité identique. Si on a des balcons en fer forgé, qu'il y en a un qui ne le fait pas, ça va commencer à rouiller. Puis, quand ça va rouiller, puis on va vouloir le changer, bien là, le copropriétaire qui ne l'a pas entretenu pendant 10 ans, mais il ne sera peut-être plus propriétaire. Le nouveau propriétaire va dire, mais pourquoi j'ai d'affaires à payer? C'est à vous autres à suivre. Je trouve ça malaisant, les déclarations de copropriété qui donnent cette liberté de faire des travaux au cas par cas. Puis l'autre chose aussi, tu sais, demander à quelqu'un qui a 80 ans d'aller peinturer les barreaux de son balcon au 18e étage, pas sûr que c'était une bonne idée non plus. Je ne sais pas, là, mais il faut toujours se rappeler le sens propre de vivre en collectivité. Je pense qu'on doit viser une certaine homogénéité dans les travaux d'entretien parce que normalement, ça tourne toujours très mal. Tout à fait. On a une autre question. Là, M. Marois, si le balcon de fibre de verre se trouve être le toit de ma chambre et mon salon et que ce balcon doit être changé, les frais sont-ils partagés entre celui qui jouit de l'utilisation du balcon et de celui pour qui le balcon est son toit de la chambre ou du salon? C'est l'unique responsabilité de celui qui jouit de l'utilisation. Maître Jolicoeur, vous l'avez dit tantôt. Ben, c'est parce que je ne pense pas qu'un balcon est un toit d'un bâtiment. Il y a certainement quelque chose en dessous. Parce que s'il n'y a pas quelque chose en dessous, j'ai comme l'impression que dans la chambre à coucher, ça risque de mouiller. De l'eau. Là. Mais c'est certain que tout ce qui n'est pas structure qui assure la pérennité de l'enveloppe du bâtiment, ça, c'est différent, à mon humble avis. Là. OK. Madame Nancy, Marie-Nancy, nous avons une déclaration de copropriété qui indique que les portes et fenêtres sont à la charge des copropriétaires. On a fait un petit peu de bout là-dessus. Or, comme le syndicat est responsable de l'intégrité de l'immeuble, l'ingénieur a effectué le carnet d'entretien, a impliqué les portes et les fenêtres proposées là, justement, dans les frais de condo en conséquence. Élise, c'est toi qui as répondu là-dessus tantôt, justement, sur ce phénomène-là, que soit ils sont là ou ils ne sont pas là. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à Marie-Nancy sur ça? C'est, en fait, il est déjà impliqué il est déjà indiqué dans l'étude, fait qu'il va être cotisé au moment-là. Exact. Tu sais, moi, je vous dirais, quand il y a une anomalie entre ce qui est écrit à la déclaration de copropriété et ce que vous voulez faire, ben, payez le frais pour faire amender votre déclaration de copropriété pour que ça s'opère dans le sens du monde, comme on dit, là, que ça soit opérable, en fait, puis ça évite les litiges. Des fois, c'est des modifications mineures, mais tu sais, c'est des diagnostics qui peuvent être faits en début de copropriété pour s'assurer de minimiser les conflits, hein, parce que c'est ce qu'on veut faire. En copropriété, on veut éviter les conflits, ça coûte cher les conflits pour rien. Fait que vous êtes bien mieux de payer un amendement à votre déclaration de copropriété pour venir corriger la chose si le notaire avait prévu ça différemment. Mais oui, c'est de bonne augure de budgéter pour ces choses-là dans votre étude de fonds de prévoyance. Pendant que j'ai la parole, je voulais faire du pouce tantôt sur quelque chose que Jasmine a mentionné pour le fonds de prévoyance. Trop souvent, je vois ça, puis c'est une erreur en fait, c'est-à-dire que on demande une étude de fonds de prévoyance à un professionnel, mais on ne lui explique pas vraiment comment notre copropriété est faite. On ne lui donne pas la déclaration de copropriété. Puis là, il nous donne une étude de fonds de prévoyance qui dit on doit mettre X montant à chaque année dans l'étude. Si vous avez des parties communes à usage restreint, dont l'exemple, comme on disait, les terrasses, ou ça peut être d'autres choses, là, ben, il faut venir expliquer votre déclaration de copropriété au professionnel ou lui en remettre une copie, puis valider comment il l'a fait. Parce que ce que ça implique, c'est de faire des sous-fonds de prévoyance. C'est-à-dire que si vous voulez cotiser votre fonds de prévoyance en plusieurs sous-fonds pour venir refléter vos parties communes à usage restreint, encore faut-il que vous le sachiez combien mettre dans chacun des fonds. Donc, ça implique que quand vous faites faire votre étude, ben, vous ayez ces sections-là dans votre étude de fonds de prévoyance. Et je vous dirais que plus que 95% des fois où je vois des études de fonds de prévoyance, c'est pas fait de cette façon-là. Là.
C'est sûr OK. qu'il y a un raffinement qui va se faire parce qu'on commence à avoir tous les syndicats qui commencent à en faire. Déjà, c'est un beau pas de géant. Et Ouais. puis, on a des gens comme des hormopatnautes, quand ils regardent les états financiers, demandent l'étude du fonds de prévoyance. Puis après ça, ils regardent quel scénario de financement le syndicat suit, ces choses-là. Mais c'est un bon point. Et un point hyper important, puis c'est pas parce qu'on a Maître Jolicoeur qui est là, mais tu as dit quelque chose, Élise, c'est ça coûte beaucoup plus cher de faire un nœud que de prévoir de ne pas avoir de nœud. Exact. Donc, si on n'est pas, c'est pas clair, puis la déclaration n'est pas bien écrite, puis on veut renverser cette vapeur-là, bien, forcément, il faut investir, faire les changements comme il se doit. Oui, maintenant, c'est souvent des changements qui vont être à notarié ou ces choses-là, mais au bout du compte, vous allez être gagnant, c'est certain. Exact. L'autre chose, Valérie, que je pourrais dire là, sur Vas-y. l'application des clés de répartition, là, c'est que, tu sais, à défaut d'être précis, restons simples. OK? Je dis souvent ça à des promoteurs, ils aiment beaucoup ça faire des parties communes à usage restreint. Là. Des fois, on rend ça bien, bien, bien compliqué, en fait, si on voudrait découper ça au couteau. La réalité, là, je vais prendre l'exemple que Jasmin mentionnait tantôt, qui dans la plupart des petites copropriétés, on va avoir des places de stationnement qui ne sont pas cadastrées, donc attribuées en partie commune à usage restreint, puis on va avoir le reste de l'immeuble. OK? Mais la réalité, là, c'est que pour amener ça, on voudrait faire, exemple, deux fonds. Un fonds pour que tout le monde paye, l'assurance, toute la conciergerie, ces choses-là, puis un fonds pour l'opération du parking. Il faut venir, en fait, établir la conciergerie, quelle proportion, comment je split ma facture, la ventilation, comment je split ma facture, l'énergie, comment je split la facture. Donc, c'est compliqué. Dans beaucoup de copropriétés, ce qu'on va voir et qu'on recommande, c'est faites une estimation avec un calcul que vous pouvez faire un peu plus précis de combien ça pourrait coûter opérer un parking, puis charger un frais fixe. En général, à Montréal, on va voir pour un parking intérieur, il y a plusieurs années, c'était autour de 50 $. Là, aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 75-100 $ par case, puis charger un frais fixe. Réévaluer à la limite le montant périodiquement, mais si vous êtes une petite copropriété puis que vous n'êtes pas outillé de venir pour chacune de vos factures faire le split de combien va dans le parking, combien va dans le restant de votre état financier, ben embarquez-vous pas là-dedans. Faites juste analyse une fois aux 5 ans, mettons, là, de ce que ça vaut opérer un parking, puis charger un frais fixe. L'idée de la partie commune à usage restreint, c'est d'être équitable envers celui qui, exemple, a 2 stationnements versus celui qui n'en a pas du tout. Donc, l'idée, c'est juste, puis quand on fait, ce qu'on fait en fait, quand on fait la méthode dont je vous parle, c'est qu'on fait notre budget régulier, une colonne, puis on va venir dire, ben, de ces dépenses-là, j'ai, exemple, 10 stationnements à 50 $. Donc, je vais retirer de mon enveloppe de budget régulier 10 fois 50 $ fois 12 mois que je vais répartir sur une base utilisateur-payeur juste pour ceux qui ont des parkings. Puis le restant de mon budget, je vais le répartir sur la base de la quote-part. Ça va m'éviter que quand on fait les états financiers, on ait besoin de venir faire cette espèce de répartition entre le fonds tous et le fonds stationnement. OK? C'est un petit peu moins précis, mais pour les petites copropriétés, c'est beaucoup moins un casse-tête. Puis ça reste quand même très valide parce que même quand on est capable, puis on a le temps, puis on a les outils comme gestionnaire, exemple, pour faire le split de chacune des factures, puis on a les logiciels qui permettent de le faire facilement, c'est quand même un certain travail. C'est pas nécessairement plus précis parce que quelle proportion d'énergie est pour le garage? J'ai un seul compteur d'énergie pour ma bâtisse. T'sais, quelle proportion de conciergerie réellement va dans le garage? C'est un gros guess, là. Fait que ça reste une base d'estimation relativement imprécise. Donc, gardez à l'esprit que la logique des parties communes à usage restreint, c'est que les gens qui consomment ça payent plus que ceux qui en consomment pas du tout, qui n'en ont pas du tout de bénéfices. OK? Fait que gardez ça simple pour que ça soit opérable puis que vous arriviez à vous y retrouver parce que sinon, de mal le faire, c'est aussi pire. Là, donc, embarquez-vous pas dans quelque chose où vous allez vous y perdre puis que ultimement, il va y avoir des erreurs puis que là, vous allez avoir d'autres problèmes. Merci, Lise. Jasmin, si on va dans le sens d'Élise, puis c'est pas compliqué, puis on a une copropriété de 6, on a 6 parkings, on se casse pas la tête, tout le monde paye dans le même Non, tout le monde, budget. c'est ça. C'est simple à séparer. Puis, tu sais, ce qu'Élise apporte, c'est un très bon point, surtout pour les petites copropriétés où est-ce que les coûts d'entretien, tu sais, on a beaucoup moins d'imprévus. On a souvent, c'est des contrats d'entretien, tu sais, de conciergerie qui ne varient pas de mois en mois. Là, tu sais, c'est un nombre d'heures fixe qui est fait. C'est des dépenses assez courantes de maintenance préventive. À ce moment-là, de le séparer, souvent, on arrive à la fin de l'année, puis
on n'arrive pas tellement loin de ce qui était prévu au budget. Puis en effet, de refaire tout l'exercice, d'analyser, est-ce que c'est la bonne portion de conciergerie qui a été attribuée au stationnement et tout, ben c'est vrai que ça peut être beaucoup de travail. Puis au final, ça peut ne pas donner grand-chose parce que d'année en année, les dépenses se ressemblent beaucoup. Puis là, après ça, ben, dans les grandes copropriétés, c'est un autre enjeu, mais souvent, à ce moment-là, on va avoir de l'appui professionnel là, de gestionnaires qui s'y connaissent. Puis le travail peut être fait adéquatement. Là. OK, super. On a une autre question sur les travaux. Bon, il arrive quoi avec les copropriétaires qui ont 2 stationnements qui payent une quote-part versus ceux qui en possèdent seulement un et qui payent la même quote-part? Là, Ben, ça doit être des parties communes à usage restreint des stationnements. Si les cotes-parts ne sont pas différentes, c'est probablement que les espaces de stationnement sont constitués en parties communes à usage restreint. Et là, ça devient important d'avoir justement une clé de répartition pour ça. parce C'est qu'il y en un a un bel qui en a exemple d'une 2. injustice là, qu'on aurait si on ne fait pas de budget comme il faut. Là. Fait que M. Lévesque, il faut regarder votre déclaration. Et Jasmin, faites-vous ça, des consultations pour un syndicat qui viendrait voir et dire aide-nous à bien partir notre règle de répartition pour nos parkings et notre stationnement, mettons. Oui, on peut assister. Là, souvent, c'est quand on arrive, quand on fait les états financiers, là, parce que c'est ça le gros de notre travail, on peut assister sans problème les gens à préparer leur clé de répartition pour le prochain budget. Là, absolument. Ils peuvent justement, ce qu'Élise disait, si on a trouvé une clé qui fait du sens, ben on la roule, puis au bout de 2 ans, on augmente de 5 le parking ou des choses comme ça, puis vous êtes capable d'aider. Parfait. Absolument. Si un conjoint du copropriétaire utilise un stationnement, mais qu'il n'est pas copropriétaire lui-même, qui sera facturé? Le copropriétaire ou son conjoint? Ah, ben ça, c'est assez facile parce qu'habituellement, on gère le copropriétaire, le conjoint ou la conjointe ou les 2 conjoints, on les gère pas. Fait que ça, c'est assez facile. Dans le fond, n'oubliez jamais comme administrateur que vous gérez vos copropriétaires. Pas les conjoints, pas les locataires. C'est sûr que ça arrive souvent, mais vous ne devez pas les gérer, c'est les locataires qui doivent les gérer. Bon. Nous avons dû refaire des joints de murs extérieurs. On parle probablement du mortier qui était séché, situé sur une terrasse à usage restreint, qui nous permet d'y avoir accès à moins que le copropriétaire nous en donne l'accès. Or, la partie du plafond intérieur a dû être remplacée en plus de refaire les joints extérieurs. Ces coûts peuvent-ils être pris dans le fonds de prévoyance étant donné qu'il s'agit des conséquences d'un manque d'entretien non signalé? On revient avec la même règle, cher panéliste avec moi, c'est que si c'est mineur, on le considère dans de l'entretien. Puis de l'entretien, c'est pas qu'on le fait à chaque année. L'entretien, c'est quelque chose qui n'est pas significatif par rapport au fonds de prévoyance ou moins significatif. Je suis correct, là? Oui, oui. OK. Élise, je t'amènerais parce que le temps file, puis je voudrais qu'on t'a fait un petit bout là-dessus. Mais j'aimerais, Élise puis Jasmin, qu'on revienne sur la préparation budgétaire parce que c'est le temps. On a probablement 50% au Québec des syndicats de copropriété qui sont des 31 décembre. Comment on peut donner 3-4 petites méthodes pour que nos administrateurs puissent être capables de mieux budgéter les parties communes à usage restreint? Un truc que nous, on a appliqué, c'est aussi bon pour le budget que pour les états financiers, en fait. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs fonds, parce que vous avez plusieurs clés, en fait, dans votre charte comptable, en fait, indiquez la répartition à être faite pour chacun des fonds, pour exemple, la ligne conciergerie. T'sais, si on se dit que, exemple, on veut tenir un fonds pour tout le monde, puis un fonds pour les parkings, par exemple, là, je prends juste cet exemple-là parce qu'il est simple et il est courant, puis on décide de s'embarquer à faire le split des dépenses, là, bien, sur votre ligne conciergerie, écrivez-vous 90% tous, puis 10% stationnement. T'sais. De sorte que quand vous allez budgéter à chaque année, vous allez vous souvenir que c'est ça la répartition qui a été faite, et quand vous allez comptabiliser les dépenses, bien, vous allez aussi vous en souvenir. De sorte qu'on garde la recette imbriquée en quelque sorte dans la charte, la recette de répartition imbriquée dans la charte comptable. L'idée de ces choses-là, c'est vraiment la constance, c'est de se souvenir c'est quoi les répartitions. La continuité. Non, exact. Et on ne peut pas se fier nécessairement à lire l'état financier juste sur les chiffres. Ça ne te le dit pas, en fait, c'est quoi la répartition nécessairement. Donc, il faut une méthodologie, en fait, je pense, pour être capable de s'y retrouver
autant dans le budget que dans l'état financier pour savoir c'était quoi les répartitions. Sur cette même lignée-là, en fait, moi, j'ajouterais, les clés de répartition, c'est quelque chose d'évolutif, hein, c'est quelque chose qui peut se préciser dans le temps. Souvent aussi, quand on a une nouvelle bâtisse, oui, il peut y avoir des clés de répartition d'établies, mais on ne sait pas encore comment que la bâtisse fonctionne, on ne sait pas comment elle va opérer, les consommations énergétiques, choses comme ça, que les clés de répartition peuvent très bien évoluer au fil du temps. Donc, c'est pas parce qu'on a fixé un pourcentage de répartition pour la conciergerie que ça va être coulé dans le béton pour le restant de la vie de la copropriété. Là, on peut arriver dans 5 ans qu'on se dit, ah, finalement, le concierge, il passe plus que 10 de son temps au stationnement, bien, on va se réajuster. Un autre point aussi qu'on n'a pas encore parlé, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à appliquer des clés de répartition. On voit des vieilles copropriétés qui ont fonctionné de façon très simple depuis le début. Ils appliquaient les codes-parts de la déclaration, ne se posaient pas trop de questions. Puis là, bon, des nouveaux conseils d'administration qui arrivent en place, qui essaient de mieux faire les choses. Il n'est jamais trop tard pour commencer à répartir les parties communes à usage restreint. Ça demande un exercice au début là, de préparer un nouveau budget, de tout bien séparer et aussi de repartir avec des soldes existants. Si on parlait tantôt du fonds de prévoyance, là, on va repartir. On a beau se créer un fonds de prévoyance pour les stationnements, il reste qu'on part avec un certain solde, mais ce solde-là, souvent, ce qu'on va recommander, c'est de l'appliquer à la portion tous du fonds de prévoyance. Donc, c'est comme si on repart un peu à zéro pour le fonds stationnement, mais au moins, on commence à le faire, puis dans 5, 10 ans, 15 ans, le gros travail va avoir été fait, puis voilà, il n'est jamais trop tard pour commencer. Un autre conseil que Jasmin, tu vas aimer, en fait, documenter la logique de vos clés de répartition. Parce qu'à partir du moment où c'est plausible et logique, les gens vont comprendre que c'est une estimation, puis ça fait du sens dans leur tête. Fait qu'ils vont dire, OK, ça marche. Mais trop souvent, c'est pas documenté. Puis, exemple, des fois en gestion, on reprend un immeuble, là, on essaie de comprendre les clés. Puis personne ne le sait. Ben, c'était fait de même, je l'ai fait de même, mais pourquoi? J'ai aucune idée, mais c'était de même. Fait que documentez-le, en fait, quand vous faites votre premier budget, documentez la logique, puis asseyez-vous avec les autres prenantes. Des fois, c'est avec d'autres syndicats, puis assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d'onde, que c'est fair pour tout le monde. Tout le monde achète ça, parfait, mais ce document-là qui documente le pourquoi on a réparti ça de telle ou telle façon, gardez-le précieusement parce que trop souvent, il est manquant, puis la chicane pogne, puis là, ben, on ne sait pas pourquoi elle pogne, mais elle pogne. Et si on va au tribunal, puis qu'on doit venir expliquer les clés de répartition de charges, puis on dit, ben, c'est comme ça depuis toujours, ça se peut peut-être que votre dossier à la Cour soit moins bon. Alors donc, effectivement, il faut être en mesure de justifier si on doit aller au tribunal, les clés de répartition de charges. Puis l'autre chose la dernière chose que je dirais, mais ça, c'est plus pour les grosses copropriétés avec des syndicats initiaux, avec des copropriétés mixtes. En fait, des fois, il y a dans les déclarations de copropriété des grosses injustices dans les syndicats initiaux, dans la répartition des charges. Asseyez-vous puis comprenez ces répartitions-là, quitte à vous asseoir avec les différentes entités pour trouver une logique aux répartitions. Mais il faut en fait que les répartitions soient logiques et raisonnables et explicables, sinon la chicane pogne là-dedans aussi. Donc, ce document de travail-là qui vient prendre partie commune à usage restreint, chacune des parties communes à usage restreint qui explique comment on va les répartir, c'est vraiment un élément judicieux et essentiel pour vous éviter des litiges dans la vie de votre copropriété. Super. Ouais. Donc, je pense, à moins que Jasmin ait quelque chose d'un mot de la fin à rajouter parce que c'est notre fin. Ben non, je pense que c'est vraiment, Élise a bien dit, nous on appelle ça la convention comptable, là, donc de dire, c'est ça, l'établissement des clés de répartition, c'est quelque chose de crucial. Il y a une déclaration de copropriété qui vont le mentionner littéralement, là, que le conseil d'administration se doit d'établir un protocole comptable de répartition des charges. Dans les plus vieilles déclarations, évidemment, on ne le voit pas, mais ça n'empêche pas les conseils de le faire quand même. Super. Merci beaucoup à vous tous. Donc, en mon nom, au nom de Maître Jolicoeur, Élise et Jasmin, merci à tous d'avoir été avec nous sur la web radio. Merci à vous trois de m'accompagner pour démystifier cette chose-là. Et on espère qu'on ne vous a pas fait peur avec ça ce soir, mais qu'on vous a éclairé un petit peu. Puis comme l'ont dit nos invités, notez qu'est-ce que vous avez effectué comme changement. Expliquez-le devant l'Assemblée générale pourquoi qu'on s'en va vers là. On n'a pas eu le temps de couvrir toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup trop ce soir, mais on va tenter avec Maître Jolicoeur et l'équipe de répondre aux questions.
Merci à Dunton Rainville ce soir d'avoir été notre commanditaire pour la soirée. Merci encore au groupe RGCQ de nous aider avec la technique et la main-d'œuvre de Lanceny qui est avec nous pour faire mettre les web radios sur Condo Légal comme il faut, pouvoir avoir le scan pour pouvoir réécouter les web radios, parce que celle-ci, je suis certaine que vous allez la réécouter pour mieux comprendre ce que nos invités ont dit. Alors, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, nous serons là, mais on sera là le mardi parce que on imagine qu'il y a des gens qui vont fêter la Saint-Valentin, donc on a décidé de prendre congé et de vous donner congé, mais ce sera intéressant. Le fiduciaire d'assurance, qui, quand, comment, ce sera Maître Jolicoeur qui sera encore avec nous de Dunton Rainville et Mathieu Sirois de Crawford, expert en sinistre. Ils seront avec nous pour vous aider. Qu'est-ce que ça fait le fiduciaire? Quand est-ce qu'on appelle un fiduciaire, etc., etc. Donc, soyez avec nous, mais c'est mardi, le 13 février, que nous répondrons à vos questions. Donc, merci encore à nos invités. Merci encore à vous tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Bonsoir. Bonne soirée.